Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous font découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, je suis parti pour vous à la rencontre des personnes qui font WeWeb, un outil pour faire des applications web sans coder évidemment. Bien qu'ils travaillent dessus depuis des années, ils font partie de ces gens très discrets dont on ne sait pas grand-chose. Et pourtant, leur outil est très prometteur à mon sens, et il est devenu déjà incontournable dans toutes les discussions de la communauté no-code. J'ai donc passé un petit moment avec Florian et Raphaël, deux des cofondateurs qui vous racontent toute cette aventure entrepreneuriale incroyable qui les a menés jusqu'à la Silicon Valley. Allez, c'est parti. Salut Raphaël et Florian. Salut. Merci de m'accueillir chez WeWeb, donc la société que vous avez cofondée. Il y a déjà plusieurs années d'ailleurs, c'est une histoire assez... même si on entend parler de vous de plus en plus relativement récemment, c'est quand même un moment que cette aventure a débuté, donc j'ai hâte que vous me racontiez tout ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas WeWeb, il s'agit d'un constructeur d'applications no-code, je vais le dire en français, après vous pourrez me dire comment vous le présentez, qui a la particularité de pouvoir se brancher à peu près n'importe quel back-end. Donc c'est cette notion vraiment front-end, back-end, je pense qu'elle est vraiment assez fondamentale en ce que vous faites. Voilà, vous allez en parler beaucoup mieux que moi, donc je vais vous laisser. Moi j'ai surtout envie de savoir un peu aussi le défi que ça représente, d'essayer de créer un tel outil no-code, de le faire adopter, et puis de voir pourquoi vous avez envie de relever ce défi. Voilà. Donc avant de parler de tout ça, est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être Raphaël en premier? Oui, avec plaisir. Déjà, merci d'être là. On est content de t'avoir dans nos locaux. Donc moi, je suis Raphaël, un des cofondateurs de WeWeb. Je suis le CEO. Je sais pas ce que tu voudrais. Qu'est-ce que tu voudrais savoir sur moi? Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait, peut-être un petit peu les études, ce que tu as fait après le début de ta carrière. Parcours, ouais. Alors moi, j'ai grandi à Dijon, déjà, c'est important de le dire, parce qu'on adore le vin de Bourgogne. Voilà. Okay. Ensuite, de Dijon, je suis allé à Rouen pour faire des études à l'école de commerce. Et puis, de l'école de commerce, j'ai commencé dans l'immobilier d'entreprise, donc rien à voir. Puis là, j'ai eu la chance de tomber sur Florian, qui est à nos côtés, qui m'a un peu éduqué au web. J'ai trouvé ça génial, et puis on a décidé de fonder une boîte ensemble. Ok. Mais donc toi, tu fais pas du dev à la base? À la base, non. Voilà, c'est mais ça. Tu t'y es mis? Je me suis mis un petit peu, j'ai suivi quelques cours de JS, HTML, CSS, etc. Mais je pense que c'est plus... je connais bien les notions, mais si tu me demandes de te coder un truc en entier, je suis pas la bonne personne, quoi. Ok. Attends, je dis une connerie ou t'es un des co-organisateurs du Meetup Non, c'est vrai, ouais. Un des co-organisateurs du Meetup Vue.js, mais moi, au même titre que Florian et Marc, nos associés. D'accord, ok. Ouais, voilà. En fait, on avait rencontré Eduardo, je pense, il y a 2 ans. Donc, Eduardo, qui est un des membres de la core team de Vue.js. Et à l'époque, il avait besoin d'organisateurs pour l'aider à faire ses Meetups. Nous, on aimait bien ça parce qu'on fait tout en Vue. Et donc, je me suis mis à l'organisation avec eux. D'accord. Mais donc, tout ce qui est l'univers tech, etc., c'est quelque chose qui me passionne. Mais tout ce qui est la syntaxe, donc écrire le code, ça, c'est pas un truc que je sais bien faire. Mais donc, du coup, ce qui fait que... Ça a du sens. Je suis un bon candidat pour être cofondateur de WeWeb, parce que tout ce qui est monter des web apps et des projets web, c'est un truc que je trouve génial. Mais je sais pas le coder. Ouais. Donc, non, mais tu peux être un excellent utilisateur du coup de WeWeb et des outils no-code. C'est super. Pour préciser pour les gens qui connaîtraient pas Vue.js, c'est un framework JavaScript front-end. Voilà, donc on pourrait en reparler peut-être parce que c'est quelque chose qui a aussi du sens dans le cadre de WeWeb. Florian, toi, un petit peu ton parcours. Donc pour ma part, j'ai grandi en Champagne, à Reims. Et on adore le champagne. Voilà. S'entend bien avec la Bourgogne. Tout à fait. Est-ce que votre troisième associé vient de Bordeaux ou d'une autre... Malheureusement, non. On l'a pas sélectionné sur ce critère, mais on aurait dû. Maintenant, je le dis, je pense que... Non, lui, il vient plus du sud, vers l'est. Du sud de la France. Voilà, il nous amène le soleil. Il veut le rosé, alors. Non. Ouais, ça peut être le rosé. Quoique, ils ont un peu de vin dans le coin aussi. Hein, c'est vrai, ouais. Bon, c'est un critère. Bon, désolé, je t'ai interrompu. Il n'y a aucun souci. Donc oui, de mon côté, j'ai suivi un cursus plus technique. Donc, je fais une école d'ingénieur. Et à la fin de ce cursus, j'ai été vadrouillé avec un master d'innovation. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré pour la première fois un peu le monde des startups et des projets innovants. Donc j'avais été piqué à ce moment-là. Pour autant, j'ai quand même fait mes débuts en conseil à la défense. Et il était très beau en costume. Ouais, moi, j'ai adoré quand je l'ai rencontré, c'était comme ça, c'était très impressionnant.
Moins qu'à maintenant, un peu moins de costumes. Et du coup, tu faisais quoi juste pour, consultant dans quel Consultant pour des DSI, en gros. Ok. Donc, dans surtout de l'architecture réseau, faire des politiques SI, ce genre de choses. Ok. Ça, c'est quand même intéressant d'avoir ce background aussi pour comprendre comment fonctionne une DSI, pour essayer après de leur vendre un outil. J'imagine que ça doit te servir. Oui, quand même, exactement. Ça permet de comprendre comment il fonctionne. Ouais. J'ai eu la chance en plus de faire tous les étages d'Areva, donc je voyais comment était perçue la DSI dans chaque département. Ok. Donc c'est vrai que ça a été une très belle école. Ok. Bref, à la suite de ça, j'ai eu d'autres envies et donc j'ai arrêté pour me mettre en freelance, pour concevoir des applications, me remettre un peu à coder vu que j'aimais beaucoup ça. Et à la suite de ça, j'ai rencontré Raphaël comme il en parlait juste avant, et on a décidé de monter un projet ensemble avec Marc, notre troisième associé, qui est un ami de prépa. On a fait la même école d'ingénieur ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés un peu tous les trois. Ok. On peut peut-être te parler de ça si tu as envie un peu de savoir. Carrément, ouais. Bah oui, parce que c'est important dans le... Ouais, tout à fait, ouais. Écoute, moi j'avais un très bon copain à l'école qui s'appelle Clément et qui a grandi à Reims. Et donc, c'est un pote d'enfance de Florian. Donc, on s'est rencontrés comme ça. On s'est pas rencontrés autour d'une bouteille de champagne, mais on aurait dû. Voilà. Au final, on a descendu quand même quelques-unes ensemble depuis. Mais donc ça s'est fait comme ça. Et moi, à l'époque, c'est vrai que j'ai oublié de préciser dans mon parcours, mais mon premier stage, je l'ai fait dans une boîte qui s'appelle Sushi Daily. Vous avez peut-être déjà vu ça. En fait, c'est les corners sushi dans les carrefours. Et je suis arrivé dans la boîte, il y avait les deux cofondateurs et j'étais le stagiaire. Donc, j'accompagnais un peu les associés dans le lancement de leur entreprise. Et moi, c'est ça qui m'a un peu piqué à l'entrepreneuriat. Ils ont eu un succès phénoménal. Maintenant, la boîte est gigantesque. C'est le premier vendeur de sushis en Europe. Okay. Et moi, j'y suis rentré en 2009. J'ai fait mon stage, puis mon année de césure. Donc, j'ai fait 1 an et demi chez eux. Et maintenant, le fondateur, qui s'appelle Jérôme Castin, c'est un de nos mentors et un investisseur aussi. Donc, il a un peu suivi le parcours. C'est un peu lui qui m'a donné envie d'entreprendre. Et donc, comme j'avais un peu cette envie d'entreprendre, je cherchais un peu des idées à droite à gauche. On a fini par en trouver une qu'on a trouvée marrante. C'était aux États-Unis. Il y avait plein de bars et restos qui s'équipaient d'une application mobile pour que les consommateurs, enfin les clients sur place, quoi, puissent choisir la prochaine musique dans la playlist. Tu vois, c'est un peu un jukebox moderne. Et donc à l'époque, je parle à Clément et je dis ouais, j'aimerais trop lancer cette boîte en mode side project, quoi. Il me dit attends, mais je connais un ingé, un dev qui va pouvoir t'aider à faire ça. Et donc c'est comme ça que il m'a présenté Florian. On discute de cette idée avec Florian et puis Florian dit le courant passe bien. Voilà, ça très bien. Ça, ouais, exactement. On s'entend bien et Florian dit attendez, moi je connais un dev superstar, il est génial, il s'appelle Marc, voilà, on a fait les études ensemble. Et donc, c'est le troisième associé. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, à l'époque, il y avait aussi Clément qui nous avait un peu aidé sur le marketing. Puis lui, finalement, il a pris une autre voie. Il est parti à Londres. Il a décidé de faire autre chose. Il travaille dans le... On parle que d'alcool. Je suis désolé. Je sais pas si c'est... Mais il travaille chez Mouette Hennessy. Voilà. Donc, lui, il a décidé de continuer dans le fil rouge un peu. Ouais, je pense que c'est effectivement. Ouais. D'ailleurs, si tu veux, il est encore un peu tôt, mais après, on pourra boire des verres. Hein. Et rassure tout le monde, on boit très peu. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, en plus, quand on a déjeuné ensemble, tu m'as dit que tu buvais jamais pour le midi, déjeuner. Ouais, c'est vrai, t'as révélé un de mes secrets. Effectivement, ouais, c'est vrai. Non, mais je le dis comme ça pour les prochaines personnes à qui tu déjeuneras, tu vois. Ils sauront. Voilà. Exactement. Et donc voilà, donc on a lancé ce truc-là et on faisait ça soir et week-end. Donc peut-être tu peux un peu parler de la stack, mais on est vers quelle année juste pour là, on est en 2015. Ok. Attends, on s'est rencontrés en 2015, on a lancé le truc en 2016. Ok. Et donc là, vous étiez tous encore salariés, quoi. Ouais. Toi, t'étais déjà en freelance. Oui, j'étais déjà en freelance à ce moment-là. Et où je m'y mettais. Enfin, c'était. Ouais, tu t'y mettais, je crois. T'as commencé, t'étais encore en costard. Ouais, je me souviens. C'est vrai, ça marque en général, ça. Je faisais encore de beaux PowerPoint. Ah, c'était beau. Et il était pas le seul parce que moi aussi j'étais en costard et je faisais des PowerPoint donc chez JLL. Enfin, voilà. Donc on a lancé ce truc-là soir et week-end. Et puis je pense qu'on a dû mettre quelques mois à développer l'appli mobile. Oui. Et puis on a commencé à la commercialiser. Et là c'était marrant parce que. Alors, ouais. Oh là 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 putain, il y a des histoires incroyables. Donc nos clients, c'est des bars.
Donc tu nous vois venir. Nous on disait c'est hyper important de travailler. Comment on disait ça ? En contexte, quoi, un truc du genre. Donc on allait réfléchir et donc on faisait nos brainstorms de produits dans toutes les erreurs d'entrepreneuriat, on les a faites. Les premières classiques, on a pris tous les murs, tout ce qu'il faut pas faire. Donc on faisait des dessins du produit et de la mobile qu'on voulait faire, alors qu'on buvait des verres et puis au début les dessins étaient propres et puis à la fin ça ressemblait plus à rien. Catastrophique, hein. C'est catastrophique. Et, au lieu de parler avec le patron du bar et lui demander ce qu'il avait vraiment besoin, c'était ça qu'on aurait dû faire au lieu de travailler dans son bar. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bon, voilà, on a fini par faire ça. Puis donc, story short, on a lancé ce truc. On a réussi à le vendre quand même au Corcoran's. Donc, on l'a vendu au Corcoran's des Grands Boulevards. C'est une chaîne en plus, non ? Ouais, exactement. Donc, on l'a vendu là-dedans. Puis le truc où on était plus fiers, c'était le point éphémère. Donc, c'est chouette comme endroit. Ouais, c'était cool, ouais. Donc voilà, on a fait ça. Et alors, donc là, on est en 2016. Et donc, à l'époque, donc tout le monde est en train de. Donc, à l'époque, les gens, ils ont leur musique sur leur ordi. Donc, les gens téléchargeaient leur titre sur notre app. Ils avaient le choix. Ils pouvaient connecter à quelques API ou Deezer. Ou sinon c'était Deezer. Ouais, c'était Deezer. Ils connectaient Deezer et sinon c'était les musiques qu'il y avait sur leur ordinateur, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc voilà, pour passer vite fait dessus, après on s'est dit ok, tout le monde switch sur Spotify. À l'époque, Spotify n'avait pas d'API public et on avait demandé l'accès à Spotify qui nous l'avait refusé en 2016. Et donc on s'est dit ouais bon bah on avait du mal à trouver un marché, etc. Puis ça nous excitait, mais c'était pas plus que ça, quoi. Ce produit c'était un premier test ensemble. Ouais, voilà, d'entrepreneuriat. Donc on a dit, ça vous a permis peut-être de faire aussi plein d'erreurs. Tout à fait. Ah ouais, ça c'est clair, on les a toutes faites, ouais. Et moi ça m'a mis un peu au web à titre perso, donc c'est comme ça un peu que j'ai mis le doigt dedans. Et puis bon après voilà, on a décidé de faire de passer à autre chose. Et donc, on s'est dit, ok, on va donc parler à nos clients plutôt que de juste boire chez eux. Et donc, on a commencé à discuter un peu avec les patrons de bars, de restos qu'on avait convertis en tant que clients. On leur a dit, ok les gars, nous, ce qu'on sait faire et ce qu'on aime bien, c'est le web. Comment on peut vous aider ? Et donc, les premiers nous ont dit, nous, on est finalement, on n'a pas d'ordi derrière le bar, quoi. Et donc, on gère tous nos canaux digitaux sur le mobile. Sauf que notre site internet, on peut jamais mettre à jour le menu rapidement sur le téléphone, quoi. Donc si vous pouviez m'aider là-dessus pour que je puisse changer facilement mon menu alors que je suis sur mon tel, ce serait top. Et on s'est dit putain, ok, génial. Donc il faut qu'on regarde s'il n'y a pas des site builders qui font ça. On regarde tous les website builders, on trouve qu'il n'y en a aucun qui est vraiment mobile friendly ou mobile first. Satisfaisant, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc on s'y met, voilà. Et on lance ce truc-là. Et là, pareil, on commence à choper des clients avec ce site builder dédié au mobile. Et donc, on se dit, on drop nos CDI. Puis on découvrait un monde aussi. On s'apercevait que nos clients, en l'occurrence, payaient des fortunes pour des produits qui étaient pas du tout satisfaisants. Et ils étaient prêts à le faire parce qu'ils étaient perdus, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on se disait qu'on pouvait avoir un rôle à jouer pour les accompagner et leur amener un produit qui était un peu plus honnête, on va dire, sur le prix payé et qui lui apportait plus de valeur dans son quotidien, quoi. Ouais. C'était vraiment ce qui a animé la jeunesse de WeWeb. Ouais, c'est vrai. Donc, on a lancé ça, on a quitté notre job, puisqu'on a eu ces clients qui commençaient à nous payer bien. Donc, on s'est dit, allez, ça, c'est le moment de se jeter dans le bain, quoi. Mais du coup, ils vous payaient pour le produit déjà que vous aviez fait ou aussi pour, vous leur développiez des trucs sur mesure, Ouais, on faisait les deux. Donc, on faisait un petit peu agence. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrivait un peu à gagner nos vies au final. Et en même temps, ils commençaient à payer un récurrent comme un SaaS, comme un Wix qu'on vendrait, mais qui était full mobile, quoi. Et peut-être que vous vendiez un peu plus cher, non ? J'imagine, c'était plus ciblé. Je sais pas. Par curiosité, c'était quoi un peu les ordres de prix ? Non, en fait, on savait pas trop vendre à l'époque et justement, on vendait pas cher du tout. Tu vois, nous, on était là. Si tu nous payes 15 € par mois, on est déjà super content pour le récurrent. Tu vois. Puis au fur et à mesure, on a un petit peu augmenté nos prix. Et peut-être c'est sur la partie custom que vous rattrapiez un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis bon, alors après, quand même, la France, faut le dire, c'est un beau pays. Donc quand on a quitté notre job, pour ma part, j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Marc et Flo aussi, et donc on a eu le chômage, et ça nous a permis de nous lancer. Et la petite blague des entrepreneurs, c'est de dire que Pôle emploi, c'est le premier investisseur de France dans les startups, et c'est vrai. Oui, non, c'est clair. Et ça, premier investisseur de contournement aussi, le seul à ce genre. Voilà, clairement. Ça, c'est magnifique. Donc pour ça, cocorico, et merci notre système social qui nous permet de faire absolument, ça. Voilà, et donc pour aller un peu sur les aspects techniques, et puis peut-être que Florian, tu pourras prendre cette partie-là, c'est
Donc là, on est en 2017. On est en 2017. On lance ce truc et en fait, vu qu'on a mis la main dans ce monde du website building, on se rend compte qu'il y a une énorme vague, une lame de fond derrière, qui est effectivement le découplage du back et du front. Et donc, tous les site builders à cette époque, et encore une grande partie aujourd'hui, sont monolithiques. Donc, tu as le back et le front intégrés. Et on se rend compte que, en réalité, les gens commencent à découpler et à avoir un back qui expose une API. Et ensuite, on construit son front en React ou en Vue. Et donc, nous, notre application, au départ, on l'a construite comme ça. Donc la première c'était en Angular, notre back, je sais plus s'il était en Node ou Si Node. En Node, ouais. Ouais, Donc, Node. pour ceux qui nous écoutent, Angular c'est aussi un framework de JavaScript et c'est le prédécesseur de Vue et de React quoi. Ouais, tu veux. Non, mais c'était pour soutenir ce que tu disais. C'est finalement ce qui est intéressant, c'est les problèmes que rencontrent les outils no-code aujourd'hui, c'est des problèmes qu'ont eu les développeurs avant. C'est-à-dire qu'avant, ils développaient tout de façon monolithique. Et finalement, de séparer donc le front, donc tout ce qui s'affiche finalement à l'écran, avec toutes les logiques métiers qui peuvent être dans le back, justement, où on gère la donnée, finalement, est en train aussi de se séparer. C'est pour ça qu'on a des outils qui se connectent à Airtable, parce qu'en fait, Airtable est mieux pour gérer ces données et ces fameux workflows, quoi. Donc au final, on a pensé l'outil, WeWeb, on l'a pensé comme le feraient des développeurs finalement, en apportant toute cette abstraction de nos codes pour pouvoir le faire. Donc, tu soulignes un truc déjà qui, je pense, est très fort un peu dans votre ADN, c'est-à-dire que on l'a compris, vous avez comme tous un background technique, quoi, d'une manière ou d'une autre, un gros attrait, et donc ça se ressent dans aussi vos choix de conception et de architecture et la manière de faire les choses. Il y a peut-être d'autres choses, on rentrera un peu plus dans le détail, mais ouais, c'est vrai. Ça, je trouve ça intéressant. Et ça, je pense que c'est Florian qui nous a toujours tiré là-dedans parce que c'est un curieux de la tech par nature. Et en fait, je pense que c'est toi qui en permanence nous disais, putain, regardez, il y a ce framework qui est en train de sortir, regardez, il y a ce truc-là qui est en train d'être fait, etc. Et ce qui fait qu'on a toujours une stack hyper moderne en fait. Ouais. Et là encore aujourd'hui, il y a Vue 3 qui est sorti. La semaine d'après, on est passé sur Vue 3, quoi. Et c'était même pas peut-être pas la semaine d'après, mais pas loin. Et c'était pas comment tu dis toi souvent, c'était pas on a fait ça pas parce qu'on avait envie et que c'était le shiny new tool, mais on a fait ça parce que juste c'était encore mieux pour nous, pour nos utilisateurs, etc. Il y avait vraiment besoin. Ouais, tout à fait. Donc juste pour revenir là où on en était, puis pour aller jusqu'au bout sur qu'est-ce qui nous a amené au WeWeb d'aujourd'hui. Est-ce que ça s'appelait WeWeb déjà dès le début ? Ça s'appelait WeWeb dès le début. Ouais. Et les choix de nom, c'est une histoire. Ah ouais, ça c'est encore ouais. Le choix de l'application mobile, du nom de l'application mobile qui était personne pouvait le dire, tout le monde oubliait, ça s'appelait Swelve. On a mis, j'en sais rien, 6 mois. Et WeWeb, on l'a trouvé sur un coin de table en 1 heure. Ouais, voilà. On a regardé les trucs traumatisé de la première expérience. Ouais. Voilà. Et en fait, puis on se rend compte que finalement le nom en général, c'est pas surtout pour un SaaS. Exactement. Ouais, et qui peut changer en plus. Oui, c'est ça. En plus, on en voit régulièrement des marques qui se rebrandent, des SaaS qui se rebrandent, et puis ça passe très bien. Pas impossible que ça nous arrive aussi à un moment donné. Donc pour revenir à où est-ce qu'on était, donc là à l'époque, donc voilà, on fait ce site builder, il est en Angular, on est en train de se rendre compte que voilà, le monde de la web app, de manière générale, le monde web est en train un peu de se découpler. Et donc nous, l'un des avantages de notre website builder de l'époque, c'est comme le front était découplé du back, c'était en Angular, donc c'est un framework de composants. Il nous était facile à nous de rajouter des composants dedans. Et donc on s'est dit, mais en fait, au fond, on continuait à vendre aux bars et aux restaurants et à toutes les fonctions nomades qui avaient besoin de... Mais en fait, on a commencé à discuter avec des agences qui se disaient, mais attendez, votre techno est quand même intéressante parce que moi, je pourrais l'utiliser en tant que constructeur de sites web pour mes clients et je comprends que je peux facilement rajouter des composants dedans. Et donc là, on commence, et je pense que vous me suivez, on commence à sentir que, attends, il y a des limitations dans les outils no-code. Et donc, ce qui plaît aux agences, c'est qu'ils se disent, waouh, je vais pouvoir construire visuellement des sites web, donc aller plus vite, avoir peut-être dans mes ressources, dans mes collaborateurs, des gens qui sont pas forcément techniques. Et les petits mecs de WeWeb, là, ils ont réussi à lever un problème, c'est qu'on est capable de rajouter des composants dans leur site builder super facilement. Et donc, je peux faire un pont entre le no-code et le code. Et là, on se dit, waouh, en fait, c'est peut-être ça qui a de la valeur chez nous. Donc on continue à avancer, on parle à des professionnels du web, donc on change un peu d'interlocuteur.
Et là, on se dit, ok, il faut en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est un site builder pour des professionnels qui fait le pont entre le no-code et le code. Et donc là, on est all-in dessus. On fait une V2, donc qui n'est plus un site builder pour mobile, mais qui est donc un constructeur de site web pour des pros. Et donc, on se lance sur cette V2 et c'est là qu'on arrive à convaincre des investisseurs de nous suivre sur une vision qui est plus solide, qui est basée sur une lame de fond très forte de ce découplage front et back et de cette association code-no-code, qui est tout un sujet d'ailleurs. Et voilà, on lance cette V2. Et donc, cette V2 fonctionne bien, mais on avait pris, on avait des parties pris un peu UX. Qui était encore une des erreurs. Une belle erreur, ouais, celle-là était pas mal. Ouais. Sur cette version 2, en fait, on avait des parties pris du UX qui n'étaient pas les standards. C'est-à-dire que ça se rapprochait pas d'un Webflow, ça se rapprochait pas d'un Elementor. Et donc, quand on montrait ça à des agences web, ils étaient là, ok, en fait, j'achète la vision, mais par contre, quand les mecs qui ont l'habitude chez moi mettent les mains dedans, ils sont pas du tout à la maison, quoi. Est-ce que vous pourriez, ça va être très dur, j'imagine à l'oral, mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu ces choix du X? Je sais pas visuellement, parce que là, vous le dites et j'ai du mal à imaginer un peu à quoi ça pourrait ressembler. On cliquait sur un élément. Quand on cliquait dessus, il y avait un petit pop-up qui s'affichait et qui demandait ce qu'on voulait éditer, la marge, la taille, la hauteur. Mais pour mettre des éléments, c'était quoi? C'était un drag and drop? À l'époque, non. Non, là, c'était des petits plus qui se mettaient au-dessus et en dessous de chaque élément. Mais en fait, il n'y avait pas de sidebar, il n'y avait pas de barre sur le côté où on est habitué, quand on clique sur un élément, sur le côté, on a toutes les propriétés, toutes les options. Ouais. Là, tout s'éditait directement dessus et via ce petit pop-up qui proposait en fait d'éditer des propriétés. Mais du coup, ça se faisait, ils y arrivaient en fait. Mais comme disait très justement Raphaël, ils se sentaient pas à la maison parce qu'ils avaient tellement l'habitude en fait de cliquer, d'avoir une barre sur le côté pour éditer les propriétés, qu'en fait ils voulaient juste retrouver ça. Et ça a été notre première grande erreur du UX. C'était pas une des premières règles de l'UX, c'est de coller à ce qui existe. Et ensuite, éventuellement, si on est en position, on fait la traîne, quoi. Et nous, on n'a pas fait ça. On y allait tête baissée. On va faire notre UX à nous, notre interface, alors qu'en plus, on n'était pas très bon pour le faire. Donc bon, après, on a changé tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'était cette version-là. En tout cas, on a appris. Ça, c'était la version 2, ouais, exactement. Et donc, finalement, cette valeur qu'on apportait de dire aux agences, vous avez un outil no-code, mais dans lequel vous pouvez rentrer, dans lequel vous pouvez rajouter vos composants, etc., n'était pas suffisante par rapport à la courbe d'apprentissage qu'ils prenaient pour prendre en main l'outil. Bon, voilà. Donc là, on est en 2020. On est en 2020. Et donc, je pense qu'en mars 2020, on est début 2020, on se dit, OK, il faut qu'on fasse une V3. Où là, en fait, on va benchmarker ce qui existe donc on va regarder ce qui existe sur le marché. Et on va reproduire un éditeur visuel dont les gens ont l'habitude. Et pour ceux maintenant qui auraient la curiosité de tester notre outil, vous verrez que vous allez vous retrouver dans un environnement qui ressemble à Elementor ou à Webflow. Voilà, on a les mêmes réflexes. Simplement, voilà, une des grandes différences, c'était la première qu'on vendait au départ, c'était de pouvoir ajouter ses propres composants à soi qu'on pouvait coder, ce qui fait qu'on avait plus cette limite du no-code en utilisant notre outil. Et ensuite, en discutant avec ces différents professionnels du web, ils nous ont dit « Ah, mais attendez les mecs, du coup, je comprends que je peux construire un front. Est-ce que je peux connecter aussi n'importe quel back-end ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui va me faire décider d'utiliser un front-end en Vue.js ou React, c'est quand j'ai un back-end qui est déjà existant. Et là, je peux pas brancher d'outils no-code par-dessus. Donc, si j'utilise un Webflow, je suis obligé d'utiliser vraiment son environnement à lui, c'est monolithique, et je suis limité par son CMS et les 10 000 items. Est-ce que, si j'ai un back-end avec plus de 10 000 items, je peux connecter WeWeb dessus? Alors on s'est dit, en fait, nous, on a l'outil qui a l'architecture pour ça, et pour nous, c'est facile d'arriver à ça. Donc on s'est mis à bosser là-dessus. À l'époque, on appelait ça le data layer, c'était notre grande fonctionnalité. Et on a mis peut-être 2 mois à le faire parce que en fait on avait déjà choisi une architecture découplée et on a commencé à faire nos premiers plugins où on peut se brancher à Airtable, se brancher à Google Sheets. C'était les 2 premiers plugins qu'on a fait. Puis ensuite on a un peu ouvert avec n'importe quelle API, etc. Et donc là on est fin 2020. Et fin 2020 on a quelques très beaux cas d'usage de gens qui ont utilisé notre outil no-code, ils ont construit des sites en entier avec un back-end découplé. Alors, l'un des premiers grands clients qu'on a eu là-dessus, il utilisait Strapi, qui est un headless CMS, et ils ont rajouté des composants custom dedans.
Et là, on se dit, waouh, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose. C'est un peu le premier outil no-code qui peut faire ça. On devrait postuler à ce super accélérateur là, qui s'appelle Y Combinator avec cette idée. Alors, on avait déjà postulé chez eux avec l'idée d'avant. On avait été pris à l'oral parce qu'ils avaient trouvé l'idée intéressante, mais on n'avait pas pris ensuite dans le programme parce qu'on n'était pas prêt. Je pense qu'on n'avait pas bien encore compris finalement l'étendue de la valeur qu'on pouvait apporter. Donc à l'oral, je pense qu'on n'a pas su les convaincre. Et là, on a repostulé, on a été pris à l'oral à nouveau, et là cette fois-ci, on a été pris à l'accélérateur. Donc on est en novembre 2020 là. On est pris à l'accélérateur parce qu'on a été capable de leur montrer déjà qu'on avait une liste d'attente assez importante et des clients qui avaient utilisé WeWeb pour la vision qu'on a exposée depuis qu'on parle. Voilà, et donc janvier 2021, on commence le programme. Et donc là, vous l'avez fait à distance du coup? On l'a fait à distance. Oui. La chance oui. On n'était pas à San Francisco. Ouais, on aurait bien voulu y aller. Ouais, j'imagine. Mais bon, c'était en pleine période de Covid. Au final, on était quand même content d'être proche de nos familles et pas trop loin. Oui. Parce que c'était une période difficile pour tout le monde. Et je pense que si tu veux vivre l'aventure à San Francisco aussi, il faut avoir la paix de l'esprit, j'ai envie de dire, un peu de le faire bien, d'être dans ta maison avec ton équipe, être un peu dans le tunnel, tu vois, exactement. De faire ça et pas se dire, putain. Avec 9 heures d'écart avec la France. Voilà, c'est une situation assez anxiogène. Ouais, c'est vrai. Là, au moins, on était proche de nos familles, proche de nos compagnes, et je pense que c'était mieux pour tout le monde dans cette période qui était quand même vraiment pas cool, quoi. Et vous avez bénéficié quand même parce qu'eux ils s'étaient adaptés, non, j'imagine. Enfin, si vous voulez dire deux mots peut-être sur l'expérience un peu YC, du coup, je suis assez. Ouais, bien sûr. Ouais. Peut-être juste, je finis sur sur ce qui nous amène à WeWeb aujourd'hui, puis après on peut parler de Y Combinator parce que je pense que c'est un sujet assez intéressant qui pourrait peut-être intéresser ceux qui nous écoutent. Mais donc, ouais, pour finir, janvier 2021, du coup, on est encore en bêta privé. Donc on choisit nos clients. Il y a des gens qui nous sont envoyés et nous on dit oui ils ont besoin, non ils l'ont pas, et on co-construit l'outil avec eux. Et en février 2021, là on lance une version publique sur Hacker News. C'est le début du WeWeb que vous connaissez. Je pense que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à entendre un petit peu parler de nous. Et à l'époque on était un peu cachés et on se montrait moins, mais parce que on était en pleine phase de recherche, quoi. Ce qui est pas forcément bien. On aurait peut-être pu s'ouvrir un peu plus tôt pour avoir un peu plus de feedback, mais bon, ça nous a quand même mené là où on en est aujourd'hui, donc ça va. C'était pas une erreur trop grave, quoi, mais on aurait pu s'ouvrir plus tôt. Et donc février, on lance Hacker News. Mars, on lance sur Product Hunt. Là, ça nous fait le plus gros pic d'usage. Est-ce que c'est chez Y Combinator qui vous ont recommandé d'aller plutôt sur Hacker News d'abord? Ouais, c'est le playbook Y Combinator. D'accord, ouais. Tu lances sur Hacker News, puis tu lances sur Product Hunt. Ouais. Si ça s'est bien passé sur Hacker News, non? Il y a un truc comme ça, c'est assez tranchant à Hacker News. Oui, voilà, ça dépend. Peut-être un peu moins avec les boîtes de Y Combinator, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Hacker News, traditionnellement, c'est un public plus difficile, beaucoup moins bienveillant qu'on va trouver sur Product Hunt. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un bon crash test. Ouais. Mais il y a des sociétés qui en fait ont un produit qui est pas du tout adapté au public d'Hacker News, donc ça va être mécaniquement un échec. En fait. Donc c'est pas forcément, dans tous les cas, on fait les deux lancements. C'est pas parce que c'est mal passé sur Hacker News par exemple qu'une société va pas décider de faire un lancement sur Product Hunt. Mais c'est vrai que vous, ça s'adaptait complètement, quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement pour le public. Ouais. Mais tu sais que maintenant que tu poses la question, c'est marrant parce que je me souviens qu'on s'est posé cette même question. À quel écart on doit lancer Hacker News et Product Hunt? Et je me souviens maintenant qu'on en a parlé à notre mentor qui nous suivait, qui s'appelle Jared Friedman. Et Jared nous a dit, écoutez les mecs, il faut lancer le plus rapidement possible. Donc moi je ferai Hacker News mardi et Product Hunt jeudi. C'est ça qu'il nous a dit, je me souviens. Ça, oui. Et nous on a fait genre waouh, ça me paraît un peu compliqué. Donc on a fait Hacker News fin février et Product Hunt mi-mars. Ouais, parce qu'en plus comme ça c'est intéressant quand même d'avoir avec les feedbacks que tu as grâce à Hacker News. Faire au moins une petite itération et après lancer ce qu'on a préféré, et avoir une autre. C'est ce qu'on a préféré faire d'autres tests comme ça. Et je pense que Jared il était là genre prenez un maximum d'usage et c'est ça qui compte. Et au fond, à mon avis, ça serait passé un peu de la même manière parce que et du coup pour finir sur cette histoire et comme ça vous avez l'histoire de WeWeb en entier. C'est une fois qu'on a fait ce lancement, à l'époque on s'est lancé en disant vous pouvez construire des sites statiques. Mais vraiment des sites web par-dessus n'importe quel back-end. Donc tous ceux qui ont de la CMS, tous ceux qui ont de la data dans un back-end découplé, faites votre site par-dessus. On a eu plein de gens qui se sont inscrits, qui ont utilisé ça. Et là, on a eu un nombre de feedbacks, mais c'est phénoménal. Hacker News, Product Hunt, ça marche très, très bien pour ça. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et les gens nous ont dit, les mecs, j'adore construire un site web par-dessus mon Airtable, mais en fait, je veux faire une web app. C'est ça que je veux faire. Et ils bricolaient l'outil. Ils le tordaient dans tous les sens pour réussir à faire des web apps. À faire des web apps, ouais. Est-ce que
peut-être, il y a deux questions, il y a un truc, mais peut-être on reviendra après. Tu as parlé de site statique, ça je pense que ça vaut le coup de préciser un petit peu. Parce que intuitivement, peut-être pour les gens, tu vois, entre dynamique, statique, tout ça, il y a des trucs un peu... Et c'est un peu lié, mais quelle est la différence que vous faites entre un site et une web app aussi, pour expliquer un petit peu ça? Peut-être la web app d'abord. Hein, à chaque fois, je pose plusieurs questions en même temps, tu vois, c'est vraiment... Non, mais je vais faire la différence entre les sites et web app. Donc, les sites, globalement, donc là, quand on fait des sites, globalement, c'est pour être visible. C'est une vitrine, ou ce qu'on appelle dans notre jargon les landing pages aussi, quand on fait un peu de pub, qu'on a envie que certaines personnes arrivent sur une certaine page pour se tenir un certain discours. C'est des pages qui doivent être très bien référencées. Donc, ces pages, pour être bien référencées, il faut que le robot de Google, quand il arrive et qu'il fait la première requête, il y ait tout le contenu qui soit déjà là. C'est-à-dire qu'il faut pas le plus vite possible. Le plus vite possible. C'est-à-dire qu'à la première requête, la première page en fait qui est chargée, elle doit avoir déjà le contenu. Il ne doit pas y avoir d'autres requêtes qui doivent être faites parce que Google l'attend pas. Enfin, il l'attend, mais on ne sait pas combien de temps. Ouais. Puis il pénalise. Enfin, globalement, la vitesse joue dans le classement des pages et la pertinence. Exactement. etc. Exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de site statique. C'est qu'en fait, quand on clique sur Publish dans WeWeb, c'est d'ailleurs pour ça que ça prend un petit peu de temps, comparé à d'autres outils, c'est qu'en fait, on pré-rend, donc on génère tous ces fichiers, toutes ces pages, avec le contenu qui est déjà là. Comme si qu'on l'avait écrit à la main, en fait, dans la page, quoi. Mais ce qui n'empêche pas que ce contenu vient d'une base de données. Tout à fait. Qui peut changer, qui peut... Exactement. En fait, quand la donnée change dans les bases, ensuite, il faut juste republier, tout simplement. Donc ça, c'est la partie statique, la partie site. Ensuite, la partie web app, les fonctionnalités, c'est là où on commence à mettre finalement donc il y a plusieurs choses. J'aime bien dire qu'il y a 3 choses dans une web app. La première, c'est effectivement, on peut aller connecter de la donnée externe pour ensuite l'afficher et mettre de la logique dedans. Ce qu'on aime bien appeler la logique de front. Donc par exemple, ça peut être juste faire une somme. J'ai un nombre de postes et je vais afficher le nombre de postes. Voilà, ça c'est une logique qu'il y a dans le front. La deuxième chose, ça va être des interactions, comme on appelle souvent ça des workflows. Donc c'est quand je clique sur ce bouton, il va y avoir une requête là-bas. Ensuite, une fois que j'ai récupéré ces données, je vais l'afficher ici, je vais mettre un petit pop-up, je vais ensuite afficher un formulaire, et ce formulaire, je vais l'envoyer quelque part. Voilà, tout ça, c'est des interactions, donc c'est des événements un peu dynamiques dans le site, avec l'utilisateur une fois qu'il a chargé la page. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle des states, donc des états, c'est-à-dire qu'un élément qu'on va glisser et déposer dans la page, suivant ce qui se passe et suivant le contexte, il peut afficher ou non certaines choses, mettre des conditions. 3 choses là, quoi. Tu peux donner un exemple peut-être pour la partie état ? Oui, par exemple un formulaire, quand il démarre, il est dans un état, on va dire, par défaut, on va remplir des choses, et si on commence par exemple, on fait la requête et elle se passe mal, il va se mettre dans un état, on va dire, d'erreur, et il va afficher il va afficher un message d'erreur, par exemple. Et ça peut être aussi un autre état de succès, ça s'est bien passé, on affiche un bel état, on affiche le composant, va par exemple afficher une bannière verte en disant votre message a bien été bon. Et il cache le formulaire, exactement. Okay. Donc c'est ce genre de choses finalement qui caractérise des applications des applications web. La différence application-site, quoi, on va dire. Alors, à la fin, tout est un site, mais bon, côté application vient des fonctionnalités, quoi. Je pense pour un peu résumer aussi, ça c'est un peu, j'ai déjà entendu, à partir du moment où on va dire un peu, il y a un login, un sign-up, c'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire, qu'il y a un système de membres. Oui. En fait, ça, implicitement, ça induit ce que tu disais, c'est-à-dire que l'état de l'application va changer en fonction de la personne, de son usage, alors qu'un site statique, un site on va dire, une landing page, tout le monde va visiter la même chose, quoi. C'est-à-dire que toi tu vas sur le site, tu vas voir la même chose, moi aussi il n'y a pas de contexte et exactement. Un truc un peu comme ça. Ouais, c'est ça, très bon point. Et ça effectivement en février et mars, on n'avait pas ces fonctionnalités là. Et donc c'est vraiment les utilisateurs, et donc c'est pour ça que Y Combinator arrête pas de dire lancez vite. Parce que c'est vos utilisateurs qui vont vous donner finalement, qui vont vous exprimer leurs besoins, et c'est comme ça que vous devriez construire ensuite votre outil. Et c'est vrai que nous, ça a été un moment génial parce que on avait notre thèse qui disait les gens qui ont des headless CMS, etc. par exemple, doivent construire un site web par dessus ou des backends découplés. On l'a à demi validé. Parce que les gens nous ont dit, en fait, je veux pas faire un site web, c'est pas que ça, quoi. C'est pas juste limite, ça, quoi. Je veux faire ça aussi. Voilà. Mais... Et à la limite, si c'est juste un site web, je peux le faire avec Webflow et Zapier.
Tu vois, je mets Webflow, je mets Zapier qui va aller chercher de la donnée dans un backend découplé que je mets dans le CMS de Webflow. Et en fait, je me débrouille, quoi. Et donc, encore une fois, voilà, la valeur qu'on apportait, elle se limitait que aux composants Vue.js ou React qu'on pouvait rajouter dans le front. Et c'était pas tout à fait suffisant. Et vraiment, les feedbacks de tout le monde, c'était, mais je veux absolument faire, j'ai tel cas d'usage, il y a une web application, j'ai besoin d'un système d'autant, j'ai besoin de l'affichage conditionnel. Et donc, construisez-moi ça. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire et on a relevé des fonds du coup parce que là on avait dépensé disons la moitié de la première levée de fonds, donc on n'était pas non plus pris sous la gorge, mais on avait besoin de relever des fonds pour exécuter cette vision beaucoup plus applicative. Donc c'est ce qu'on a fait et ça s'est passé assez rapidement parce qu'en 7 semaines on a réussi à boucler notre deuxième levée de fonds qu'on n'a pas encore annoncé. On l'annoncera en même temps que le lancement du coup de ce nouveau WeWeb ou de ce WeWeb un peu plus web app. Mais voilà, en tout cas ça a bien plu au monde des investisseurs et c'est plutôt bon signe, même si c'est pas eux les utilisateurs, c'est bon signe parce qu'ils voient beaucoup d'outils, généralement ils ont une vision assez holistique de ce qui se passe sur le marché, notamment du no-code, et donc eux ils ont cru un peu à notre vision, donc voilà, plutôt on est content que ça se soit passé si vite, quoi. Super intéressant. Écoute, c'est hyper intéressant d'avoir vu tout un peu cette historique et d'être jusqu'à là. Il y a un truc peut-être un petit peu technique sur lequel je voulais revenir, mais je pense qui est intéressant. Enfin, j'ai juste envie de préciser. Tu as parlé beaucoup de composants. Je me demande s'il n'y a pas des gens, par exemple des gens qui écoutent, qui sont pas devs, etc., qui vont peut-être pas comprendre la différence. Enfin, qui vont dire, dans Webflow, il y a un bloc de custom code, je peux écrire du code dans Webflow, quoi. Est-ce que vous avez envie, peut-être Florian, je sais pas, justement de dire un peu ça et justement par rapport à l'historique aussi, parce que finalement en fait vous vous inscrivez, tu l'as souligné, vraiment dans l'histoire, c'est-à-dire que le web à la base tout le monde écrivait du code et puis après il y a des développeurs qui se sont dit mais est-ce qu'on peut faire des trucs un peu plus intelligemment, cette logique de composants, enfin je trouve ça vraiment intéressant, vous l'avez dit un petit peu chacun, comment finalement ce que vous proposez, c'est juste l'évolution en fait de ce niveau d'abstraction qui remonte en permanence. Enfin, quand on revient les mecs à la base ils écrivaient de l'assembleur au plus près vraiment du processeur, et puis t'as du C, et puis t'as machin, et on remonte comme ça. Ouais. Donc voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est lié à l'histoire du web, tout simplement. C'est-à-dire que au départ, comme tu le soulignais très justement, on écrivait finalement directement dans les fichiers. Et donc, on a voulu rajouter une seconde couche d'abstraction, tout simplement pour avoir plus d'efficacité. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des frameworks, donc J'ai pas de mots en français. Ouais, je le cherchais justement. Ouais, non, mais je t'épargne cette souffrance parce que là, non, je sais pas honnêtement, mais c'est vrai que je sais pas comment on peut qualifier Angular, React, etc. C'est par framework. Oui, c'est vrai, c'est une. Bon, c'est une abstraction par-dessus un... Supplémentaire, oui, c'est une façon de faire. Ouais. C'est pas un nouveau langage, donc c'est autre chose. C'est on va dire une abstraction supplémentaire, ce que peut être finalement le... Parce qu'il y avait des frameworks déjà avant, enfin pour les gens qui ont fait du JavaScript avant cela, enfin sur le front avec Backbone.js, Ember, etc. Mais il n'y avait pas cette notion. Je suis pas un grand spécialiste non plus, mais de composants. De composants, exactement. Pas aussi bien fait en tout cas. Ouais. Là, l'idée, c'est donc qu'est-ce qu'un composant Vous pouvez imaginer une brique, un bloc, ou comme une brique de Lego, finalement. C'est d'ailleurs, ça correspond aussi à notre logo, ça vient pas de nulle part. C'est cette brique de Lego, finalement, le développeur va mettre plein de choses dedans, et cette brique va prendre quelque chose en entrée et va en ressortir quelque chose. Donc ça peut être des données en entrée, et puis ce qui est sorti, c'est ce qui s'affiche finalement. L'avantage de ça, c'est qu'on peut industrialiser ces briques. Et finalement, c'est ce qu'apportent ces frameworks. Donc ces briques peuvent être très complexes, peuvent être très puissantes. Ça peut être tout un formulaire, par exemple. Ça peut être plein de choses. Et à l'intérieur, d'ailleurs, de ce composant, on peut mettre d'autres composants. Et donc, on peut construire comme ça des choses très complexes et les industrialiser. Et donc, typiquement, un Webflow, lui, il va pas faire ça parce qu'il va vraiment l'écrire un peu de façon statique à l'ancienne. C'est-à-dire que vous allez avoir l'HTML, le CSS, pour ceux qui connaissent, le JavaScript qui va être dedans, mais vous n'allez pas pouvoir mettre un composant, ou du moins pas d'une façon élégante. Et quand je dis élégante, c'est sans bricoler. Par un framework, quoi, voilà, exactement. Parce que Webflow génère du code complètement classique, j'ai envie de dire. Je sais pas, il repose pas sur un framework, donc il bénéficie pas de ce mécanisme de composants. Exactement, de toute cette puissance, quoi. Ouais. Et donc en fait, une fois qu'on a tous ces composants, finalement, là on construit l'application.
Donc typiquement, si vous êtes sur notre outil, quand vous cliquez sur publier, on construit toute une application en prenant tous ces composants qui peuvent venir d'ailleurs, donc du coup qui sont beaucoup plus faciles à construire aussi. Quand Raphaël parlait des personnes qui peuvent ajouter ses propres composants et du coup pu se taper le plafond de notre roadmap de fonctionnalité, enfin de notre plan de fonctionnalité. J'essaie d'éviter les mots anglais. Du coup, c'est simple et c'est standard à faire. C'est-à-dire que ça apporte aussi ce côté-là. Et une fois qu'il y a tous ces composants, ensuite, il faut ce qu'on appelle le construire. Donc, on dit le build, finalement, pour ensuite avoir quelque chose qui est hébergeable et lisible par les navigateurs. Ce côté standard, il est intéressant parce que déjà, ça veut dire tu peux utiliser théoriquement tous les composants, par exemple, qui existent en Vue.js, et quelqu'un qui ferait, par exemple, un composant à utiliser, je sais pas, admettons un freelance, il ferait un composant pour utiliser dans le cadre de WeWeb, et ben ce composant, il pourrait aussi l'utiliser dans un projet à lui, full code, de la même manière, quoi. Tout à fait. Ça, c'est vraiment important, et ça donne aussi un guide pour les gens pour développer. Enfin, ça, c'est, je trouve, hyper intéressant. Je suppose que vous, il y a quand même après un petit peu des spécificités pour faire un composant WeWeb. Vous avez dû documenter tout ça. Enfin. Oui, exactement. Il y a un petit fichier à ajouter dedans et on essaie au maximum en fait de garder le composant le plus standard possible. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé un langage en fait, on n'a rien inventé. On s'utilise un peu comme une librairie s'utilise finalement. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Donc ça, le gros avantage des composants, c'est la modularité. Et je pense qu'en fait, même quand tu regardes au final, d'un point de vue un peu plus macro, le monde du web, le fait que back et front se découplent, c'est pour avoir plus de modularité. Et le fait que dans le front, tu puisses maintenant le découper en composants dans lesquels il n'y a pas de dépendance dans le code entre les différents composants, c'est pour avoir aussi plus de modularité. Et en fait, nous, on bénéficie simplement, on surfe un peu cette vague de nouveaux frameworks pour redonner cette modularité un peu plus en nos codes et la rendre un peu plus accessible, quoi. Non, mais c'est intéressant, je pense que là, tu as vraiment résumé un peu les 10 dernières années, tu vois, d'évolution du dev, ou peut-être même plus. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, et nous, même si on continue l'abstraction, nous, on aime bien aussi l'idée que les outils no-code sont modulaires entre eux et que tu vas utiliser WeWeb plus Integromat plus Zapier, tu vois. Enfin, pas plus Zapier ou Airtable et un truc comme ça. On remonte les niveaux d'abstraction et ce qui est intéressant, c'est que chacun se situe à son niveau d'abstraction. Tu peux avoir des devs qui font du web, tu peux avoir des no-codeurs qui font du web, tu peux avoir des no-codeurs moins expérimentés qui vont peut-être que faire un peu du Airtable, enfin, et demander à quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, il y a aussi un truc de collaboration, moi je trouve, qui est intéressant dans le fait de tout le monde peut trouver sa place, quoi, suivant son niveau. Tout à fait. Et tu sais, tu mets le doigt sur un truc hyper important qui va définir aussi nous. Alors nous, c'est vraiment notre vision et ça va aussi définir comment tu construis ton outil. Alors nous, on pense qu'il y a de la place un peu pour tout type d'outils, mais c'est vrai que par exemple, si tu regardes un Bubble, dans Bubble, tu vas faire back et front. Back, front, workflow, etc. Tu vas vraiment tout faire dedans. Ce qui a des avantages indéniables, c'est que tu gères tout dans le même outil et ça peut te simplifier la vie pour pas mal de cas d'usage. Ça a aussi quelques désavantages. C'est si tu as déjà une stack où tu es plus à l'aise, tu vois, avec ton Airtable, si on prend des outils no-code, ou des outils un peu moins no-code de type Supabase, où tu vas avoir, tu vois, en fait, tu vas gérer avec des interfaces une base de données Postgres. Si tu as besoin d'avoir ce type d'outils, avec Bubble, tu peux les interfacer, mais c'est pas pensé pour. Alors que nous, effectivement, notre outil, il est pensé pour s'interfacer avec d'autres outils. Et donc, c'est toute la mouvance de ce qu'on appelle l'API économie, l'économie des API. C'est chacun est spécialisé dans un domaine et ensuite les outils discutent entre eux. Et ce qui fait qu'ensuite, on peut choisir une stack. Et aujourd'hui, on peut clairement parler de stack no-code pour faire des web apps qui sont super scalables. Et c'est ça qui est super excitant. Et voilà, pour un peu appuyer sur cette vision-là. Tu vois, on parle de niveau d'abstraction sur des niveaux d'abstraction et c'est ce que tu disais tout à l'heure pendant ta question là. Et nous, notre vision, c'est qu'on considère qu'un WeWeb, c'est un nouveau niveau d'abstraction sur du code, mais qui devient visuel. Il est plus syntaxique. T'as plus besoin de taper des lignes de code pour que ça réagisse. Là, ça devient visuel et tu vas cliquer sur des interfaces, je dirais, qui vont t'expliquer un peu quoi faire. Et si tu retournes un peu à la jeunesse du truc, au final, Excel, c'est ça.
tu vois, genre et Excel sûr, au ouais. départ, c'est tu vas taper des fonctions, il va y avoir marqué des mots en anglais que tu vas comprendre, même en français maintenant parce que t'as Excel en français. Et donc bah nous, c'est un peu sur ça qu'on se base et on essaie de rendre la construction de web applications possible, même pour des gens qui connaissent pas forcément la syntaxe, ce qui fait que la courbe d'apprentissage, au lieu de mettre 2-3 ans pour commencer à devenir un développeur qui arrive à faire des web apps complètes, là c'est quelques mois. Parce que tu apprends un outil, c'est une expertise quand même, je pense, mais c'est plus que quelques mois. Et parce que le biais qu'il y a avec ça, c'est que plus on apporte de fonctionnalités ou plus en fait c'est modulaire, plus on apporte des façons différentes de construire une application web. Et donc ça, on peut faire le meilleur outil du monde. Il y a besoin de pédagogie sur comment on construit les choses, comment sont gérées les données. Il y a plein de façons de gérer des données. Elle peut être chargée d'une façon statique, être dans l'application, ça peut être directement requêté, ça peut être mis en cache. Et ça reste des notions finalement où on pense qu'on a aussi une valeur à apporter, d'expliquer comment ça fonctionne pour finalement, suivant ce qu'on fait, utiliser cette fonctionnalité ou cette façon de construire en fait. Et ça, je pense que c'est bien dans notre vision de pas non plus trop abstraire ces choses-là, mais plutôt les expliquer, afin de permettre de toujours bien adresser ces cas d'usage et pas bricoler pour les faire d'une façon qui sera du coup moins satisfaisante que si on l'avait développé de bout en bout. Bien sûr, ouais. Non mais c'est intéressant parce que ça permet, ça va permettre aux gens, on va dire dans un contexte un peu professionnel peut-être en tout cas d'avoir je sais pas comment dire, un power user quoi, un peu de ce que vous voulez faire, qui va comprendre au passage comment fonctionne le web, enfin de pas tout abstraire en fait, de pas justement trouver ce bon niveau et compléter avec de la pédagogie, etc. Enfin ça me paraît assez intéressant. Tu construis comme ça un peu une espèce d'écosystème finalement, plus que en fait on revient à ce truc un peu où Bubble c'est très monolithique. Il te cache beaucoup de choses, donc déjà ça t'empêche de faire des choses comme tu disais. Alors ça a des bons côtés aussi, mais du coup je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas vraiment ce qui se passe non plus en fait quand ils utilisent du Bubble, en fait ce qui se passe en dessous, comme ils ont pas à utiliser un petit peu les différentes briques de manière décorrélée et être obligé de comprendre un peu plus le fonctionnement quoi. Donc, mais c'est marrant, ça m'amène juste une réflexion qui est très vraiment de dev mais tu vois en fait je pense qu'on voit en tout cas pour les gens justement, après on arrêtera un peu peut-être sur l'histoire du développement et tout, mais là j'en profite parce que je trouve ça intéressant et c'est cool de pouvoir en parler avec vous. En fait ça se voit que vous êtes lancé un peu après Bubble, parce que pour moi finalement Bubble, et je m'étais jamais fait cette réflexion, c'est complètement en fait dans l'héritage, parce qu'eux aussi poussent l'abstraction, mais ils poussent l'abstraction des frameworks back-end de type Ruby on Rails pour moi. Et en fait, ils proposent un niveau visuel sur ces choses-là, mais du coup complètement assez monolithique. Il y a quand même ce mécanisme de plugin, comme dans Rails, il y a les gemmes, etc. Donc il y a de la réusabilité, mais alors que vous avez, on sait plus tard, donc vous avez suivi, on va dire, le développement, parce que finalement, Rails, etc., on voit bien que c'est beaucoup moins utilisé, parce que ça suit pas assez cette logique modulaire de décorréler back et front, etc. Enfin, et ça, je trouve ça assez intéressant. Enfin, je m'étais jamais vraiment fait la réflexion, là, on en parle comme ça, et on voit un peu cette scission, finalement, et l'héritage. Enfin, c'est même pas un héritage, c'est cette nouvelle génération d'outils no-code se situe dans une ligne ou pas, suivant le moment où ça se passe. Ouais, c'est un très bon point, juste pour rebondir là-dessus, parce que alors, effectivement, nous, on l'a identifié depuis longtemps, parce que quand tu regardes un peu comment le marché s'est constitué, il y a aussi, il faut le regarder dans le temps, tu es obligé de regarder cette dimension-là. Et, mais malgré tout, même si, tu vois, on a l'impression que WeWeb, c'est dans le sens de l'histoire, je pense qu'il y a quand même de la place, tu vois, pour un Bubble et même Webflow. Nous, notre compréhension de où est-ce qu'ils sont en train d'aller, c'est vers un Bubble. Donc, ils vont faire un web app builder. On va pouvoir faire des web apps un peu. Et donc là, ils viennent de release, par exemple, l'authentification, qui est le premier truc que tu as identifié pour faire une web app. Voilà. Et donc, de ce qu'on comprend, nous, tu vas avoir un CMS dans Webflow qui va avoir beaucoup plus d'items. Et donc, bref, leur vision, c'est de pouvoir continuer à faire tout dans un seul outil. Ce qui est bien, je pense, pour un certain type de maker et d'usage.
Et nous, notre vision, c'est qu'il va y avoir vraiment de la place pour les deux. Donc, soit tu fais tout dans un seul outil et tu lances ta web app rapidement, soit tu as déjà une stack existante, tu gères des tas et des tas de données dans un back-end et tu as besoin d'avoir ton back-end à toi propriétaire et tu vas construire un front par-dessus. Et c'est là où des outils comme les nôtres vont se positionner, mais pas que. Il y a aussi Stacker, Software qui se met dessus, etc. Donc, il y a tout ce marché qui est en train de se structurer, qui est passionnant, mais qui a une racine qui est, comme tu le disais bien, l'histoire du dev web au final, quoi. On voit les influences de chacun. Non, bah écoute, de toute façon, ça, on va être amené à en reparler très régulièrement de cette concurrence et d'un peu de cette course au web app builder. Je voulais juste revenir sur un point, tu parlais justement un peu de pédagogie. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites déjà peut-être justement un peu autour, comme tu disais, que de sensibiliser, former les gens, utiliser la bonne manière un peu, en tout cas la manière, je sais pas si c'est la bonne manière, mais en tout cas la manière que vous proposez. On compte laisser contournement tout faire. On pourra en reparler. Ça va se traduire assez simplement. Au départ, on va essayer de mettre de plus en plus des bons volets qui vont bien, qui expliquent au moment où on est en train de faire les choses, finalement, qui va donner la bonne information. En fait, comme si on était un peu à côté en disant si tu es en train de faire ça, pose-toi ces questions-là, en fait. Et c'est un peu ce qu'on va essayer d'amener petit à petit, donc en envoyant aussi vers pas mal d'articles, pas mal de choses comme ça. Et là, on a d'ailleurs une personne qui va nous rejoindre, qui va s'occuper de monter un peu une web school, en quelque sorte, web university, je crois qu'on ne s'est pas encore décidé comment on allait l'appeler, mais où on va essayer de mettre un maximum de cas d'usage, et donc de montrer comment construire de bout en bout, finalement, une application de ce type-là, une autre, et en mettant ensuite tous les articles qui vont bien pour accompagner, justement, les décisions à prendre et les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser ou qu'on invite à se poser. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est que même dans le support, traditionnellement, quand on nous pose des questions, on essaie d'aider l'utilisateur à construire de la bonne façon, quoi, au maximum, en tout cas. Ok. Je me souviens d'un débat entre le CEO de Webflow et de Bubble, et les deux étaient hyper d'accord sur un point qui est de dire que l'adoption des outils no-code, c'est plus leur maturité qui fait qui est le bloqueur, parce que maintenant on est capable de construire des apps scalables assez impressionnantes avec du no-code. C'est plus l'éducation, le fait que les gens sont pas encore au courant que ces outils existent et que finalement ils ont une super idée, qu'ils soient déjà en entreprise ou qu'ils aient leur side project, mais ils ont une idée et ils savent pas que c'est possible de le faire sans être développeur. Et donc il y a la partie éducation dans le monde du no-code, ça va être un des piliers de son adoption, quoi. Donc nous, en termes d'éditeurs, c'est ça, comme le disait Flo, ça va passer par des choses des vidéos, un peu comme Webflow le fait particulièrement bien. Mais après, il y a tout un espace aussi pour les entreprises qui vont faire de la formation autour de ça. Et nous, on pense que c'est clé, donc il va falloir qu'on travaille main dans la main, éditeurs et entreprises qui font de la formation pour arriver à éduquer le marché et faire en sorte que le no-code soit encore plus répandu, quoi. Et à l'image de ce qu'a très bien fait les développeurs, enfin ce qu'ils ont très bien fait finalement, c'est une communauté qui est très belle à ce niveau-là d'entraide, où il n'y a pas de secret de la façon dont je l'ai fait, je vais pas le dire, du coup, bien au contraire, tout le monde s'entraide, et je pense que c'est ce qui a fait aussi le succès de toute l'évolution, notamment du web et de la rapidité avec laquelle ça a été, c'est parce qu'il y a eu une très belle entraide et beaucoup de sociétés qui sont structurées aussi autour de ça sans qu'il y ait rien de caché. Est-ce que tu dirais pas que ça, c'est vrai que c'est un bon point, tu vois, ça vient aussi du fait que tous les langages et sur tous les frameworks et toutes ces choses-là aussi sont open source. Et les gens se sont fédérés aussi autour de ça parce qu'ils pouvaient littéralement s'emparer, tu vois. Enfin, ça, c'est quand même l'open source, tu vois. On peut contribuer, d'une manière ou d'une autre. Et même si tous les frameworks, pas Vue.js d'ailleurs, mais bon, React ou Angular sont poussés en fait par des sociétés derrière, mais bon, qui animent ce projet, qui mettent des moyens. Vue.js, c'est complètement. Il y a une société quand même derrière. Non, il y en a. C'est vraiment des pirates indépendants. Ouais. Non, ça c'est assez génial. Mais tu vois, du coup, la communauté, je pense, se fait encore plus autour de ça. Et nous, ce qu'on voit quand même, je pense que vous serez d'accord que la communauté no-code est quand même aussi assez bienveillante et les gens partagent beaucoup. Mais néanmoins, est-ce qu'il pourrait y avoir le même truc? Est-ce que les gens vont se fédérer autour des outils autant qu'ils le feraient autour de projets open source?
Ouais, franchement, elle est géniale ta question. Ouais, très bonne question. C'est l'histoire qui le dira. J'ai l'impression que, comme tu le disais, hein, j'ai l'impression que c'est en train de prendre cette direction. Enfin, quand on voit ce que vous avez construit, enfin, No Code France, etc., c'est juste incroyable l'entraide qui va y avoir. Même si derrière, c'est des éditeurs qui sont pas open source comme Airtable, Zapier, WeWeb, Webflow, Bubble, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même une communauté qui a envie de s'entraider. Il y a des gens qui vont faire des tutos gratuits sur YouTube, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un même mouvement qui est en train de se mettre en place. Mais simplement, c'est peut-être pas les mêmes logiques. Parce qu'au final, attends, enfin, je réfléchis à votre. L'open source, c'est de la contribution. Et il y a des gens qui peuvent contribuer, faire des pull requests et participer dans le code du coup du framework. Mais quand ils pensent, nous, de notre point de vue, WeWeb, c'est construit par contribution. Parce que les gens qui utilisent notre outil nous font des retours et il y en a qui sont d'une générosité incroyable pour nous. À chaque fois, c'est une mine d'or, les retours qu'on peut avoir de nos utilisateurs. Ils utilisent notre outil, il y a des choses qu'ils aiment, il y a des choses qu'ils aiment pas, il y a des choses qu'ils aimeraient pouvoir faire, qu'ils peuvent pas encore faire, etc. Et tout ça, c'est de la contribution et nous, on construit. Et après, tout ça s'organise différemment parce que pour le construire, on est obligé de se financer. Donc en fait, tu rentres dans un système un petit peu différent qui est moins... ça passe moins par des dons de temps de travail. Mais d'une certaine manière, il y a une forme de contribution qui se met en place. C'est juste qu'il y a un éditeur qui les canalise, quoi. Ouais. Tu vois, voilà. Il y a aussi un moyen, du coup, de contribuer directement, par exemple en écrivant des composants, non ? Du coup, où va y avoir en tout cas ce moyen. Tout à fait. On va même pousser un petit peu la chose là. C'est-à-dire qu'on avait ces composants qu'on peut ajouter, et maintenant on va pouvoir aussi ajouter les plugins. Et en fait, ces plugins vont pouvoir aller enrichir l'éditeur aux bons endroits. C'est-à-dire pouvoir ajouter effectivement des composants, donc qu'on peut ensuite glisser, déposer, mais aussi ajouter du coup des nouvelles sources de données. Donc, par exemple, demain, il y a un nouveau Airtable qui sort, ce ne sera pas forcément nous qui fera le plugin. Ouais. Et aussi aller enrichir les actions dont je parlais. Quand on dit ce bouton, j'ai envie de créer un workflow, une interaction, je clique dessus. Et là, au lieu d'avoir quelque chose un peu de complexe, ça peut être un beau formulaire qui se met à jour suivant ce qu'on sélectionne. Et en fait, ces plugins maintenant ont accès à ces trois endroits. Donc n'importe qui va être capable d'enrichir l'éditeur comme il le souhaite. Ouais, dans les actions, ça pourrait être des trucs très concrets, genre aller chercher la météo, par exemple, je sais pas, enfin, truc, offrir un niveau d'abstraction, en fait, pour éviter que la personne à aller faire l'appel d'API, etc. Tout à fait. Qui serait possible parce que vous offrez ces possibilités, mais quelqu'un pourrait écrire un plugin qui permet de faire ça plus facilement pour simplifier. Et là, typiquement, on est dans de la contribution, ou peut-être la personne elle l'a fait parce qu'elle en avait besoin et puis elle le partage à tout le monde et là on est vraiment dans logique open source, quoi. Et à sa discrétion d'ailleurs. Et ça c'est vraiment un des points je trouve qui est intéressant avec les outils no code, et la plupart le proposent de pouvoir enrichir, d'avoir des plugins, enfin où là tu t'offres un moyen et puis éventuellement aussi de les vendre, enfin. Mais ça c'est aussi intéressant, enfin je sais pas, vous avez quand même un projet de marketplace, non? Oui. Ouais, complètement, ça fait partie de notre feuille de route aussi. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ouvert, mais c'est ce sur quoi on travaille. On pense que la marketplace, elle devrait s'ouvrir au premier trimestre de l'année prochaine pour que les gens puissent commencer à contribuer. Et ils pourront construire, c'est ça, plugins, composants. Et l'idée, c'est qu'ils y voient un intérêt, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont mettre ça, tu vois, à disposition des gens à titre gratuit. Mais ceux qui auront travaillé beaucoup, tu vois, sur un plugin et qui souhaitent le vendre pour gagner un peu leur vie derrière, ce sera possible aussi. Mais comme le fait Shopify, bien sûr, tu vois, comme le font Airtable, etc. Même Figma, au final, fait ça super bien. Et après, nous, d'un point de vue chemin d'entreprise, quand il y a des gens qui commencent à contribuer comme ça à ton logiciel, et qui gagnent leur vie en le faisant, enfin c'est un succès incroyable parce qu'en fait tu crées un écosystème, ça crée de la valeur pour beaucoup plus de gens. Enfin si on arrive à ça, nous on serait super contents, quoi. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Enfin après c'est les actions que vous allez entreprendre. Il y a ce que vous allez permettre et puis ce que vous allez entreprendre pour fédérer cette communauté aussi autour de vous. Enfin je pense que pour en revenir au point qu'on évoquait tout à l'heure. Enfin là j'étais hier soir à un Meetup Bubble. Alors que je trouve très sincèrement, enfin je vais m'engager un peu, mais c'est pas la boîte la plus sympa, tu vois, qui prennent le plus de soin, je trouve, de leur communauté. Néanmoins, les gens sont hyper fédérés, quoi. Enfin, leur forum est hyper dynamique, etc.
Webflow, j'en parle même pas. Il y a des fans, des millions de fans à travers le monde. C'est merveilleux. C'est aussi incroyable. Donc je pense que c'est possible. C'est des enjeux différents. Mais ça sera intéressant. Ouais. Et j'espère qu'on pourra contribuer à ça, vous aider aussi. Ce serait un plaisir. Pour les outils qui le méritent, en tout cas, qui ont cette envie. Donc c'est un peu l'objectif aussi d'avoir fédéré la communauté à un niveau un peu plus global pour après aiguiller aussi vers les... Clairement, ouais. Tu mets la pression à la personne qui va nous rejoindre bientôt, qui va être en charge de ça, c'est bien. On lui dira d'écouter le podcast. Ouais, écoute, avec plaisir, moi je veux bien prendre ce rôle-là, parce qu'on a tous à y gagner, je pense. Très bien. On va commencer un peu on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que vous voulez résumer peut-être très rapidement, vous avez un petit peu distillé un peu votre vision, mais si tu veux résumer un petit peu la roadmap peut-être, je sais pas, très rapidement là, les échéances. Ouais. Allez, je m'en occupe. ce que tu veux en dire en tout cas, mais oui. Bon, on est un peu en tête. Il y a pas de secret. Donc globalement donc on est fin septembre. Au mois d'octobre, on sort une première release du coup qui va changer beaucoup de choses, donc avec toutes les fonctionnalités web app dont on a parlé, qui seront accessibles qu'avec des lignes de JavaScript finalement sur le mois prochain. Ce qui va nous permettre de bien tout tester, de bien vérifier que tout ça fonctionne bien. Et pour ceux qui savent faire, du coup, ils pourront déjà mettre les mains dedans. Et ensuite, au mois de novembre, tout ce qui se fait justement avec ces petites lignes de JavaScript vont être faisables avec des interfaces complètement no-code. Donc en fait, qui vont aller écrire le JavaScript à notre place, quoi. Donc les deux seront possibles. Sur toutes les actions, on pourra choisir de dire je préfère la faire en JavaScript si je suis un petit peu codé, ou je préfère la faire avec des expressions, donc un peu à l'image de ce qu'on va faire dans Excel finalement, dans une cellule Excel. Donc ça, c'est pour novembre. Ouais, et dans la foulée, il va y avoir 2 grands chantiers, on pense un peu chez nous, peut-être 3 même qui nous viennent. Le premier, c'est faire beaucoup de templates, parce que c'est très demandé. La plupart de nos utilisateurs nous disent que ils aimeraient bien avoir un peu plus de composants sur étagère, etc. Donc là, c'est le moment où on va commencer à mettre à contribution des gens. Donc il y a déjà un écosystème de gens qui utilisent WeWeb un peu autour de nous, dont certains qui sont développeurs. Donc on va les mettre à contribution aussi pour commencer à construire ces templates. Le deuxième, c'est la partie intégration avec native, avec des backends. Donc là, on a en tête Salesforce, HubSpot, l'écosystème Microsoft. Il y a pas mal de choses à faire. Nous, il va falloir qu'on priorise. Donc là, ça fait partie de notre travail d'aujourd'hui. On discute avec plein de gens qui ont ce genre de besoin. Et puis le troisième, ça va être améliorer notre constructeur de formulaires. Parce que là, aujourd'hui, on est capable de faire des formulaires assez complets. Mais il y en a beaucoup qui nous ont dit « j'adorerais faire des formulaires à multi-step, avec plusieurs étapes, etc. Un petit peu dynamique, avec des embranchements. » Et alors là, c'est tout un sujet. Donc, on est en plein dans la partie application web. Un sujet pour le rendre simple. C'est un sujet pour le rendre simple, exactement. Toute la partie UX, faire en sorte que chacun y arrive facilement, que ce soit beau, qu'on puisse continuer à faire vraiment ce qu'on veut et le customiser comme on veut dans le front-end. Donc là, ça va être une grosse étape pour nous. Et je pense que ça, on va faire des releases au fur et à mesure, quoi. On va pas en faire un énorme bloc. On va juste faire des améliorations progressives en fonction des retours de nos utilisateurs, quoi. Ouais, c'est un peu ça les grandes choses de notre feuille de route. Super. Et pour avoir une prévisualisation de tout ça, je mettrai dans les liens là, de l'épisode la démo que vous avez fait la semaine dernière là, dans le cadre du hackathon. Top. Où je pense que ça matérialisera bien beaucoup de choses qu'on s'est dit là, et puis notamment là, ce que tu évoquais, parce que tu nous as montré du coup pendant cette démo un petit peu tout ça. Donc c'était hyper intéressant. J'ai une dernière question que j'aime bien poser aux éditeurs d'outils. Est-ce que vous avez eu jusqu'ici, et je vous la reposerai dans un an, je suis sûr que ça y aura d'autres réponses, des usages un peu inattendus de WeWeb, tout simplement, par des clients qu'est-ce qu'ils ont fait avec J'en ai 2 en tête. Vas-y. Bon, la première, c'était justement les fonctionnalités web dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Donc, à la base, c'était pas prévu pour, donc ça a complètement même changé notre roadmap à ce niveau-là. Mais l'autre usage inattendu, il est pas, je dirais qu'il est pas glorieux qu'on a eu. Donc, il y a 2 choses, c'est qu'il y a des personnes mal intentionnées, parfois, qui se connectent et font des sites pas pour des choses très glorieuses, donc pour du phishing ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Donc ces personnes-là sont très créatives généralement et donc nous imposent de mettre
des barrières à ça, c'est-à-dire qu'on va vérifier si les sites ne sont pas malveillants, parce que sinon, eh bien, il y a des règles chez notre hébergeur qui va couper notre serveur, en fait. Parce que si je dis pas de bêtises, ça s'est beaucoup arrivé, notamment parce que vous proposiez de mettre gratuitement, avec un compte gratuit web, un nom de domaine personnalisé. Exactement. Monsite.com, enfin voilà. On a ouvert la boîte de Pandore quand on a fait ça. Ah oui. Ouais, il s'est passé beaucoup de trucs. Mais c'est marrant parce que tu vois, moi, de la perspective, nos codeurs et tout, je trouvais ça vachement bien comme, tu vois, je dis, c'est super fonctionnalité parce que ça, typiquement, c'est le truc qui te fait payer, tu vois. Ouais. Ton abonnement Weebly, Wix et compagnie, c'est tout de suite dès que tu veux mettre ton domaine que tu vas devoir payer. En général, t'as pas grand chose d'autre. Ouais. Mais voilà, c'est le. Et donc, ça a amené ça, ouais. Ça a amené ça. Mais alors, pour expliquer peut-être les gens qui connaissent pas vraiment le phishing, mais juste, si tu veux, concrètement, enfin, pas un exemple, enfin, tu vois, c'était un site, des sites qui. C'est un. Et je vais faire les deux choses aux entités créatives. Donc, ils ont fait un site. Sur ce site, il y a quoi? Il y a vous avez gagné un cadeau, cliquez ici, ou des choses, parfois des fax. On découvre plein de choses. C'est assez intéressant. Et donc, même là où ils ont été créatifs, c'est qu'on avait un système d'invitation. C'est-à-dire qu'on peut inviter des gens à collaborer sur le site. Vous pouvez être à plusieurs à éditer le site ou l'application. Et en fait, dans ce système de collaboration, on avait mis la possibilité de mettre un message pour dire, voilà, à la suite de notre conversation, on met l'adresse email et le message. Sauf que du coup, dans ce message, eux, ils mettaient leur lien de phishing. Et donc, ils avaient réussi à trouver la petite requête à l'API qui allait bien. Et ils nous ont envoyé des centaines de milliers de mails. En utilisant notre système d'envoi d'email. Et du coup, notre nom de domaine. Donc, on s'est fait bannir. Il a flingué notre nom de domaine. Ouais, c'était beau ça. Donc, on a eu plein de clients qui recevaient plus nos emails. Ah putain. À cause de ça. Okay. Donc là, obligé de changer de nom de domaine, obligé de bien s'entendre aussi avec notre provider d'email pour dire on est désolé, c'était une action malveillante, c'est pas de notre faute. Tu m'étonnes, ouais. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui arrivent quand on est un éditeur finalement. Ouais. Et oui, il faut mettre un petit peu de jus de cerveau pour trouver des solutions sans pénaliser justement les autres utilisateurs. Ouais, c'est marrant parce que souvent, tu vois, quand je pose cette question, j'aime bien parce que moi, je pense que quand les gens sont bienveillants, il y a plein de choses qui émergent. Tu vois, surtout des outils, plus l'outil est flexible, plus tu vois des gens qui ont des idées hyper créatives, tu vois, ou même, c'est con, je sais pas, un exemple banal, tu vois, le mec qui a inventé le hashtag sur Twitter, tu vois. Twitter, ça, à la base, c'est pas, tu vois, mais il a imaginé un truc, juste il a mis un dièse et puis ça a fait une nouvelle fonctionnalité, entre guillemets, dans Twitter, quoi. Un truc comme ça, tu vois, c'est tes utilisateurs, en fait, qui vont complètement s'emparer. Toi, ton outil permet de faire plein de choses, et puis, mais t'avais pas pensé que peut-être il sert à faire un truc. Ouais, c'est très, très et là, c'est malveillant, mais bon, c'est aussi créatif, quoi. On apprend aussi. Ouais. C'est des petites choses un petit peu plus sympas, c'est dans les données qui sont chargées, il y a certaines personnes, justement, qui mettaient des scripts, qui mettaient des codes de tracking et ce genre de choses, en fait, qui mettaient ça dans leur Airtable. Et du coup, derrière, ils pouvaient industrialiser, en fait, toute cette génération de tracking. Des choses un peu dynamiques, en réalité. Exactement. Ah ouais, c'est intéressant. Et c'est là où on s'est dit, on va peut-être faire un bouton, finalement, qui permet d'aller lier justement cette possibilité avec une donnée externe. Ouais. Bon, après, ça a mené, maintenant, on va pouvoir tout lier. Parce que finalement, on s'apercevait qu'il plein d'usages qu'on n'attendait pas sur l'utilisation justement de ces données externes. Ouais, je pense que quand vous aurez sorti toutes les fonctionnalités un peu web app, c'est là où vous allez voir aussi des gens qui vont construire, je sais pas, des marketplaces, des trucs, trucs un peu sympas que vous imaginez pas forcément. On est hyper impatient de voir ce qui va être construit avec. Je pense que ça va être intéressant. On a eu quelques sites web vraiment fun, il y a eu des trucs assez exotiques, etc. Mais là, sur la partie web app, je pense que ça devrait prendre le niveau au-dessus, quoi, parce que tu vois, tu peux rajouter de l'interactivité, de la logique, et ça va être marrant. Je vous reposerai la question dans un an. Avec plaisir. Écoutez, super. Est-ce que je voulais vous poser une question? Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû vous poser On n'y a pas pensé, dis donc. Tu m'as pas demandé quelle Bourgogne je préférais. Comme j'y connais rien en vin, mais tu peux me le dire quand même si tu veux. Non, ce sera pour la prochaine fois. Je préparerai un petit peu. Non, je déconne, mais non, je sais pas. Je pense qu'on a couvert quand même pas mal de choses. Peut-être pour ceux qui sont un peu plus entrepreneurs, on a un peu moins parlé de la partie entrepreneuriale. Donc on pourra en reparler à l'occasion s'il y en a que ça intéresse. Déjà, tu vois, en partageant un petit peu tout l'historique, déjà, c'était assez chouette, mais Ils ont vu le truc, mais c'est ça, peut-être les messages que nous on aime bien passer à ceux qui écoutent et qui sont entrepreneurs, c'est lâchez rien, quoi. Parce que nous, peut-être que ça se voit pas quand on regarde de l'extérieur, mais c'est en permanence c'est des doutes, en permanence c'est des galères, en permanence c'est des allers-retours. Le tout c'est d'avoir confiance en soi
Et s'il y en a qui nous écoutent et qui ont envie de lancer leur propre boîte, leur propre éditeur de logiciels, juste lancez-vous et puis ensuite. Je voulais dire non, le faites pas, c'est trop tard, c'est affreux. Non, au contraire, parce que c'est génial. Il faut se faire confiance effectivement pour juste se calmer lors des tempêtes en fait, dans la tempête. Mais derrière, c'est le matin quand on se lève, c'est un grand sourire. Ouais. C'est génial. Et puis voilà, commencer à avoir des utilisateurs aussi. Enfin, il y a rien de plus récompensant. Avoir des gens qui s'intéressent à nous, comme toi tu viens là. Enfin, tu vois, pour nous ça c'est du bonheur quoi, parce que c'est un peu notre tempête quotidienne, j'allais dire, et que des gens s'y intéressent et ils voient de la valeur. Enfin, il y a rien de plus récompensant. Donc non, c'est des expériences géniales l'entrepreneuriat. Donc lancez-vous et faites votre MVP avec WeWeb. Parfait, non, par raison, c'est très bon. On est fan du concept de MVP, du Lean Startup et de toute cette approche. Donc, et très sincèrement, c'est vraiment un des plus grands bénéfices qu'apportent les outils no-code quand même, clairement. Comme WeWeb. Donc, tu fais bien de le mentionner. Où est-ce qu'on peut vous suivre à titre personnel et puis WeWeb, est-ce que vous documentez, etc. Ouais, bah écoute, alors justement, je pense que c'est un de nos gros défauts qu'on va essayer de changer là avec l'arrivée d'une personne qui sera dédiée à ça chez nous, mais toute la partie communication, on est un peu discret. On est assez discret, voilà, exactement, mais on va s'ouvrir un petit peu plus au monde, mais dans tous les cas, on a les canaux existants, enfin on a Twitter. Suivez-nous surtout sur Twitter, c'est là que ça se passe. Nous, à titre perso, on a nos propres Twitter, WeWeb en a un, et puis on fait de la communication. Maintenant, on a carrément fait une communauté sur Discourse, et c'est community.weweb.io. Et là, il y a des gens qui commencent. C'est en anglais du coup. Ouais, community, community avec community, c'est en anglais. Y à la fin. .weweb.io, tout est en anglais, ouais. Et sinon, évidemment, sur le Slack NoCode France, là, il y a toute la communauté française qu'on renvoie. Et même pour la petite histoire, on avait notre propre Slack où on avait nos utilisateurs français. Et on a décidé de tous les mettre sur le Slack NoCode France parce qu'on trouve que c'est le bon endroit pour avoir des discussions un peu plus publiques. Voilà. Ouais, non, mais ça, merci pour ça parce que nous, on a trouvé que c'était un chouette move de faire ça parce que c'est pas qu'on a envie de tout centraliser forcément, mais en fait, c'est juste que tout a plus de poids parce que vos utilisateurs, ils ont besoin d'Airtable, ils ont besoin de... Clairement, donc ils peuvent se retrouver tout de suite sur le channel. Enfin, et nous, on pense que ça bénéficie. Et puis de la même manière, les gens peuvent venir sur WeWeb. Exactement. En plus, c'est sympa parce que sur le channel, vous partagez aussi un petit peu les coulisses. Enfin, des trucs. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour souligner que vous allez aussi avoir un live récurrent sur la chaîne Twitch. Donc c'est animé par Quentin. Je sais pas si vous, peut-être de temps en temps, vous interviendrez. On passera faire du coucou. Ouais, c'est sûr. Et il y a plein, enfin, on a bien parlé avec Quentin, ça va être assez super. Moi, j'ai hâte de voir. Ce sera tous les lundis à 13h. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à partager un petit peu justement les coulisses de l'aventure, le côté entrepreneurial en fait de tout ça. Je pense que ça intéresse vachement les gens. Ouais, clairement. Même si, enfin, je sais que Quentin a envie de parler de plein d'autres choses, notamment, on n'a pas beaucoup parlé de back-end. Ouais. Et ça, pour vous, c'est un sujet qui est important puisque c'est notre partie, donc que je pense n'est pas assez adressé finalement dans la communauté no-code. Ouais, peut-être parce qu'un peu technique, peut-être parce que les outils sont un peu... Mais donc voilà, ça sera aussi un peu l'occasion de parler de ça. Enfin, il y aura plein de choses, voilà. Donc c'est un peu le teasing, mais... il y a beaucoup de choses à se dire et je pense que ce qui pourrait être intéressant lors de ces moments-là, c'est aussi de faire venir peut-être d'autres représentants, d'autres outils. Bien sûr. Et de montrer, discuter, montrer ce qu'on peut construire ensemble, quelles sont nos visions communes, parce que souvent on a une vision partagée d'où va le monde du no-code et du web dev de manière générale. Et donc, il pourrait y avoir des discussions assez intéressantes là. Carrément, c'est là où on voit vraiment que c'est toujours cette notion d'écosystème, tu vois, où il y a des ponts en fait entre plein d'acteurs et il y a plein de choses hyper intéressantes. Et ça enrichit quoi, toutes les expériences de chacun, tous les édeurs, on a tout ça à apprendre clairement. De ce que vous faites. Ça, c'est notre philosophie en tout cas. C'est vrai que, complètement. Nous, dès qu'il y a des outils qui existent qui font des choses mieux que nous, notre état d'esprit, c'est on se connecte avec eux. Typiquement pour l'authentification, on n'a pas fait un système d'authent intégré. Nous, c'est directement, tu te connectes avec Auth0, tu vas te connecter avec Firebase plus tard, tu peux utiliser tes utilisateurs. Enfin, ça, c'est la philosophie un peu de notre outil, quoi. Ouais. Et puis, on revient toujours à ce côté modulaire et composant, pas réinventer la roue, etc. Ouais, c'est ça. Bon, ça, je pense qu'on a bien insisté sur ce point. Peut-être même que des gens vont aller s'intéresser un peu au développement des no-codeurs et des no-codeuses. Écoutez, merci beaucoup pour tout ça. À toi. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Alors, pour continuer. À bientôt, avec plaisir. Salut. À bientôt. Ciao. Salut.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Vous avez sûrement senti que moi j'étais assez passionné par cette discussion. Je suis désolé s'il a été un peu plus technique que d'habitude, ou peut-être que vous l'auriez voulu. Voilà, moi j'ai trouvé ça juste passionnant. C'est vrai qu'on aurait pu parler plus de toute cette aventure aussi entrepreneuriale, mais n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir sur le Slack de No Code France. Évidemment, Florian et Raphaël y sont. Il y a même un channel WeWeb sur lequel vous pouvez aller, sur lequel Quentin partage très régulièrement donc des anecdotes, des informations, des questions, répond à vos questions. Et puis venez poser des questions. Voilà, pour continuer cet épisode, ça sera sur le channel Podcast Contournement. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Au moment où on enregistre, si vous écoutez cet épisode là dans la semaine où ça sort, la nouvelle version va arriver, comme vous l'avez entendu dans la feuille de route. Donc vous ne pourrez peut-être pas tout tester tout de suite. Je vous invite surtout aussi à regarder la démo en vidéo de WeWeb. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire vraiment une idée. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous emmènerai dans les coulisses des Ops de YouMind School, une école qui forme les sales du futur, avec Pauline qui vous raconte un petit peu tout leur fonctionnement. Évidemment, il y a beaucoup d'outils no code dedans. Et enfin, comme d'habitude, si tout ça vous inspire un petit peu, alors on n'a pas encore de formation à WeWeb, j'espère que ça viendra peut-être un jour, mais sinon, sur tout le reste, vous pouvez trouver nos formations sur contournement.io. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, faites du no-code de qualité.